Parlons douleur, un balado du Réseau québécois de recherche sur la douleur. À chaque épisode, on discute avec des mots simples des dernières avancées avec des invités du milieu de la santé et de la recherche. Bonne écoute! Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne balado du Réseau douleur, le RQRD. Mon nom est Julia Toufa et je suis coordonnatrice de recherche au Réseau douleur. Dans cet épisode, j'ai eu le plaisir de discuter et de vous présenter Dr Michel Perrault, qui est membre du RQRD depuis octobre 2021, et Léonie Archambault, qui travaille depuis plusieurs années au laboratoire Formation croisée avec l'équipe de recherche de Dr Perrault. Merci beaucoup d'avoir accepté de prendre part à cette initiative. J'aimerais commencer par parler un petit peu de vous. Oui, bonjour. Mon nom est Michel Perrault. Je suis chercheur au Centre de recherche de l'Institut Douglas et professeur agrégé au département de psychiatrie de l'Université McGill. Je suis aussi chercheur à l'Institut universitaire sur les dépendances, au groupe de recherche sur les substances psychoactives et, depuis peu, au Réseau québécois de recherche sur la douleur. Je fais surtout de l'évaluation de programmes et de traitements en santé mentale et dépendante. Et de mon côté, je m'appelle Léonie Archambault et je travaille dans l'équipe de recherche de Michel Perrault depuis 2012. Je suis aussi candidate au doctorat en recherche en sciences de la santé à l'Université de Sherbrooke. J'ai un bac et aussi une maîtrise en travail social, mais je travaille dans le domaine de la recherche depuis 2010. Au cours des 7 dernières années, j'ai concentré la majorité de mes travaux sur le thème des services et aussi des traitements pour les personnes qui ont des troubles liés à l'usage des opioïdes. Pouvez-vous nous dire d'où vient votre intérêt pour la recherche sur la douleur? J'ai commencé à m'intéresser à la recherche sur la douleur à la fin des années 90 au cours de l'évaluation d'un programme à bas seuil de méthadone. Plusieurs patients que j'interviewais soulevaient alors l'impossibilité pour eux d'obtenir des soins. Des soins en fait, en général, mais aussi pour la douleur, parce qu'ils étaient déjà suivis pour un traitement problématique d'usage d'opioïdes. Malheureusement, cette situation a perduré. On l'a réalisé il y a quelques années au cours de nos travaux sur le requis de service à Montréal. Comme vous l'aurez peut-être deviné, nous allons surtout nous intéresser aux études en lien avec la douleur, mais aussi aux travaux liés aux troubles d'usage d'opioïdes. Pourquoi? Parce que les opioïdes sont des médicaments qui sont principalement prescrits pour aider à soulager la douleur. Quelques exemples d'opioïdes prescrits pour le traitement de la douleur sont par exemple le fentanyl, la morphine, l'oxycodone. Un autre exemple est la méthadone qui est parfois utilisée pour les troubles liés à l'utilisation des opioïdes en fait. Comme presque tout médicament, les opioïdes ont des effets secondaires comme la somnolence, la constipation, les vomissements, mais aussi des effets à long terme comme le trouble lié à l'utilisation de substances, les symptômes de sevrage. Et puis, si vous prenez plus d'opioïdes que ce que votre corps peut supporter, cela peut causer une surdose, une dépression respiratoire, votre respiration ralentit et il y a un risque de mort. Je laisse Léonie nous en dire un petit peu plus sur ce qui a stimulé son intérêt de la recherche sur la douleur et parler un petit peu plus du trouble lié aux opioïdes. De mon côté, il y a vraiment 3 principaux facteurs qui ont stimulé mon intérêt pour le thème de la douleur. D'abord, quand on s'intéresse aux troubles liés à l'usage des opioïdes, évidemment, on est sensible à tout le phénomène de surprescription d'opioïdes pour la douleur qui a marqué le début des années 2000. Et ce phénomène de surprescription a été suivi par un phénomène de resserrement des pratiques de prescription. Et ce que ce mouvement de balancier a fait, c'est qu'on est passé de la surprescription au resserrement et ça a déplacé certaines personnes vers le marché illicite pour obtenir des opioïdes parce qu'ils avaient développé des dépendances iatrogènes et qui se sont fait brusquement couper l'accès aux médicaments auxquels ils avaient développé une dépendance.
Après, quand on sait qu'il y a jusqu'à 62% des personnes qui ont un trouble de l'usage des opioïdes qui ont aussi de la douleur chronique et qu'on sait qu'il y a jusqu'à 12% des personnes qui sont sur un traitement de longue durée aux opioïdes qui vont développer un trouble de l'usage, bien, on comprend que la prévalence du trouble concomitant, elle est élevée et que ça contribue, ça aussi, quand on voit ça, bien, à susciter notre intérêt pour cette double problématique. Puis finalement, comme tu le disais, Michel, il y a toute la question de l'accès aux services pour les personnes qui ont ce trouble concomitant parce qu'en 2016, Michel et moi, on a travaillé sur une demande pour évaluer le requis de service en trouble de l'usage des opioïdes à Montréal et on s'est aperçu qu'il y avait au moins, ou en fait, c'est pas vrai, il y avait moins que la moitié des personnes avec un trouble de l'usage qui étaient rejointes par les services en dépendance. Et là, on se demandait comment ça se fait qu'il y a si peu de personnes qui sont rejointes par les services. Et avec nos partenaires cliniques, on a beaucoup discuté puis on a posé l'hypothèse que c'était en particulier les personnes qui avaient développé des troubles d'usage d'opioïdes en contexte de douleur chronique qui n'étaient pas ou qui étaient moins rejointes par les services. Et depuis ce temps-là, on a vraiment développé plusieurs projets en lien avec cette comorbidité-là pour essayer de mieux comprendre bien, où sont les bris de service et quels sont les besoins pour cette clientèle-là. Oui, en effet. Donc, si vous allez voir sur leur site internet formationcroisée.com, vous allez voir que l'équipe a mis en place des activités de formation qui s'adressent aux intervenants et aux intervenantes œuvrant auprès de personnes à risque ou aux prises avec une double problématique en santé mentale et en dépendance. Donc, ça peut se faire par des ateliers, des formations en ligne, des rencontres virtuelles et ils offrent aussi une liste de ressources qui peut s'adresser à différents types de populations. On retourne à notre entrevue avec Michel et il nous parlera justement un petit peu plus de son programme de recherche et du programme de formation. Bien sûr. Grosso modo, j'aimerais rappeler que la moitié des gens qui souffrent d'un problème de santé mentale en ont plus d'un. Hein? Alors, puis pour ceux qui en ont au moins deux, bien, il y en a encore la moitié de ceux-là qui en ont 3 ou plus. Alors, la comorbidité, c'est pas tant l'exception que la règle. Alors, quand on a un service de santé qui est fragmenté par des multiples ressources communautaires, des ressources pointues. Maintenant, on a des trajectoires de soins qui sont spécialisées. On a 70 catégories de diagnostics dans le DSM-5. Alors, ça aide aussi à spécialiser. Alors, qu'est-ce qui arrive dans un système comme ça? Eh bien, c'est que l'arrimage entre tous ces ressources-là, ces composantes de réseau, est difficile. Il y a des failles. Et on n'arrête pas de dire qu'il y a des mauvaises trajectoires ou qu'on veut servir tout le monde, no wrong door, mais c'est plus difficile que jamais. Alors, mais dans ce contexte-là, qui n'est pas nouveau, on mène des projets qui visent à soutenir une meilleure intégration des services. Donc, une meilleure continuité, un meilleur accès. À titre d'exemple, on a, depuis 2002, moi je pilote un projet de formation croisée où on amène les intervenants des différents réseaux, là, que ça peut être services de sécurité publique, santé mentale, dépendance, justice, à se rencontrer, échanger sur ce qu'ils font comme travail, comment leur réseau fonctionne, pour essayer de mettre un peu d'huile dans le système, puis faciliter la trajectoire des gens qui cherchent des services et qui souffrent de troubles concomitants. Alors, nos services sont beaucoup, nos projets, c'est beaucoup de la recherche appliquée autour de ça, autour des gens qui souffrent d'un problème, puis qui vont s'investir, qui vont s'engager dans la recherche, aussi même dans la prestation de services, dans des groupes de soutien. Alors, on a des projets comme sur les surdoses, un projet où ce sont des pairs qui administrent, un programme de formation sur la prévention, ils administrent la naloxone, ils distribuent les kits de naloxone. On a des groupes de soutien, là, comme Phobie Zéro et tout ça. Et des études qui sont basées sur la perspective des personnes qui ont des problèmes d'usage d'opioïdes. Puis là, j'aimerais encore demander à Léonie, en souhaitant qu'elle ne prenne pas toute la place, là, comme toujours, mais qu'elle nous explique un petit peu ses projets.
Ça me ferait très plaisir, Michel. Effectivement, étant donné qu'aujourd'hui, on parle de douleur, on a 2 principaux projets actuellement qui touchent à la comorbidité, douleur chronique et troubles d'usage d'opioïdes. Donc, on a un projet qui s'achève et dont l'objectif était de soutenir l'amélioration des services pour tous les profils de personnes qui ont un trouble de l'usage des opioïdes. Donc, on a utilisé une méthode mixte pour répondre à cet objectif de recherche. Ce qu'on a fait d'abord, c'est une étude de dossier de patients à leur admission pour un traitement du trouble de l'usage des opioïdes dans un centre spécialisé. Donc, on a colligé des données cliniques et sociodémographiques à partir desquelles on a fait une analyse de classe latente qui a fait émerger 3 profils, dont un pour lequel la probabilité de présenter de la douleur chronique, elle est beaucoup plus élevée que pour les autres profils. Et donc, dans ce profil en question, les personnes ont une probabilité plus élevée de consommer surtout des opioïdes de type médicament. Ils ne consomment pas par injection, donc ce sont des personnes qui vont plutôt consommer par la bouche, des personnes qui ont une forte probabilité d'avoir des antécédents de troubles anxieux, de troubles de l'humeur, qui ont aussi plus de risques d'être plus âgés. Donc, on a identifié notamment ce profil-là qui touche au thème qui nous intéresse aujourd'hui, qui est la douleur chronique par rapport aux autres profils. Après, dans un volet qualitatif, on a fait 48 entrevues avec des personnes ayant un trouble de l'usage des opioïdes ou ayant déjà eu un trouble de l'usage des opioïdes. Et sur les 48, il y en avait 27 qui correspondaient justement à ce profil douleur chronique. Et les entrevues avec ces personnes-là nous ont permis de vraiment mieux comprendre leur trajectoire de développement du trouble d'usage, leur trajectoire d'utilisation de services, puis aussi leurs objectifs de rétablissement. Donc, on est en processus de terminer et de publier sur ce sujet-là. Alors, vous pourrez trouver du matériel sur nos sites web très bientôt. Donc ça, c'est un des projets qui nous anime beaucoup en ce moment, mais qui se termine. Par ailleurs, on a un autre projet qui est en cours, qui est une étude Delphi. Et ça vise, en fait, cette étude Delphi à identifier des zones de consensus d'experts en ce qui concerne le traitement du trouble concomitant, douleur chronique et usage d'opioïdes. Parce que le traitement de ce trouble concomitant, c'est un défi clinique. Il n'y a pas énormément de données probantes sur le sujet. Et donc, on s'est dit, puisqu'il n'y a pas tant de données probantes, mais qu'on a des experts qui ont développé des pratiques courantes en lien avec le traitement de ce trouble concomitant, on va, grâce à l'approche Delphi, aller identifier justement des zones de consensus autour de différentes approches qui sont, actuellement pas appuyées tant que ça par des preuves de haute qualité, mais qui sont employées justement par ces experts. Donc, on est à peu près à mi-parcours de ce projet-là qui devrait se terminer au début mars 2024. Merci beaucoup à vous deux. Petite curiosité, pour faire avancer la recherche, on a besoin de personnes volontaires qui participent à la recherche. Avez-vous eu de la difficulté à recruter ce genre de population pour vos projets? En fait, c'est vraiment intéressant que vous nous posiez cette question-là parce que recruter des personnes qui ont un trouble concomitant, douleur chronique et trouble de l'usage d'opioïdes, ça n'a pas été difficile parce que beaucoup de personnes ont ce trouble concomitant. Par contre, recruter des personnes qui ont développé un trouble de l'usage des opioïdes dans un contexte de prescription alors qu'ils n'avaient pas d'antécédents de consommation problématique de substances, ça a été très difficile pour nous parce qu'on travaille surtout dans les milieux de la dépendance et que ce qu'on comprend par des entrevues qu'on a faites avec des informateurs clés, c'est que justement, et même avec les quelques patients qu'on a recrutés, qu'on a réussi à recruter, qui ont cette trajectoire ou ce parcours-là, c'est très difficile de passer vers les services en dépendance lorsqu'on n'a jamais eu de problème de consommation préalable. Merci beaucoup. Si on parle d'impact, quel est selon vous l'impact que votre projet pourrait avoir sur la vie des personnes vivant avec la douleur? Pour l'étude Delphi, on vise vraiment à venir appuyer les cliniciens qui accompagnent des personnes qui ont un trouble concomitant de douleur chronique et d'usage d'opioïdes. Et comment on veut les appuyer? Justement, c'est en proposant une liste d'interventions qui sont soutenues par des données probantes
pour le traitement de ce trouble concomitant, mais aussi identifier des pratiques qui sont soutenues par des consensus d'experts. Donc, tout ça vraiment pour venir les appuyer dans leurs pratiques. Et en ce qui concerne l'étude sur les profils de personnes qui ont un trouble de l'usage des opioïdes et qui visent là, à soutenir l'amélioration des services, bien vraiment, on essaie de mettre en relief les besoins ou les caractéristiques qui sont associés à ces différents profils-là pour que l'offre de service puisse vraiment être ajustée là, aux besoins spécifiques des personnes. Puis surtout, favoriser la continuité des services pour ces personnes-là, éviter au maximum les bris de service. Donc, souvent, les chercheurs vont mettre en place des projets qui vont appuyer et faciliter la vie des utilisateurs de connaissances, comme par exemple les médecins traitants. Quels sont les plus grands défis dans votre domaine de recherche, à votre avis? En fait, nous, on fait, comme les exemples que Léonie nous apporte, sont des exemples de nos projets qui visent les intervenants, les décideurs. On essaie, nous, de faire de la recherche appliquée pour les aider à transformer les services ou à tout le moins améliorer la prestation de service. Ça, c'est comme notre motivation de base. Quand on fait ça, il faut établir des partenariats, des collaborations, et ça prend du temps. Ça prend du temps, il faut se connaître, il faut se faire confiance, il faut qu'on sache transiger à l'intérieur d'un réseau qui est compliqué, et le financement qu'on obtient pour faire des projets de recherche, c'est un financement ponctuel, ce n'est pas un financement récurrent. Alors, des fois, c'est même pas 1 an, des fois, c'est 2, puis si on est chanceux, c'est 3 ans. Le programme de formation croisée dont je vous parlais tantôt, il a débuté en 2002. Et il roule, il est mature. Mais ça a pris des années avant que ce programme-là puisse se financer parce qu'il est connu, parce que les organismes sont prêts à contribuer en nature, sont prêts à nous aider à avoir des fonds, à nous appuyer. Le programme, je vous disais, le programme avec les pairs sur les surdoses là, qui interviennent, c'est un programme, je travaille depuis 1999 avec cet organisme-là. On se connaît. C'est plus stable, un petit organisme communautaire comme ça, que notre réseau qui change aux 5 ans. Si on parle de défis, c'est si on travaille sur l'organisation des services, puis les transformations de services, c'est la stabilité, puis c'est le temps. Quand on réorganise, puis on réorganise, il y a un coût d'opportunité. Il y a un coût d'opportunité. Et on recule, on doit refaire les liens, on doit reformer les gens. On a un nouveau vocabulaire, on a des nouvelles règles administratives. Alors, à chaque fois qu'on touche le système, c'est comme si on le met en pause, les gens essaient de recoller les morceaux puis de repartir. Alors, nous, on veut introduire des changements, on veut questionner. Nos partenaires, ils peinent à maintenir stable, à stabiliser un système fragilisé. Alors, quand nous, on arrive avec des résultats puis on leur propose des changements, c'est même plus les gens avec qui on a monté ces projets-là qui sont là. Alors, puisqu'on sait de l'évaluation de programme, parce qu'on en fait beaucoup, c'est un de nos outils, bien, c'est que quand on associe les gens dès le départ, ils sont beaucoup plus réceptifs à faire des transformations parce qu'ils ont suivi les étapes, ils ont pris connaissance des dossiers, ils ont évolué, on a évolué ensemble. Puis nous, nos questions sont plus justes sur la situation. Mais là, quand on change les partenaires, quand on change les gens, quand on joue à chaise musicale, bien ça, quand vous parlez de défi, pour nous, c'est le défi. Et c'était comme si les organismes communautaires qu'on jugeait instables, les groupes de pairs, les associations, même les chercheurs sont plus stables que les décideurs, ou même souvent que les intervenants qui, eux, sont appelés à changer de structure, à changer de mandat et tout ça. Ça fait que, personnellement, moi, je dirais que ça, c'est le défi quand on se fixe comme objectif de transformer les services. Merci beaucoup à vous deux pour avoir abordé ces questions aujourd'hui avec moi. Il nous reste certainement un long chemin devant nous pour mieux répondre aux besoins et aux défis que Dr Perreault vient de nous énoncer. Sur une note plus positive, je vous invite à consulter leur site internet formationcroisée.com pour avoir accès à une multitude de ressources en lien avec les troubles liés à l'utilisation d'opioïdes, la santé mentale, la consommation et en apprendre un petit peu plus là, sur leurs travaux de recherche. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.
balado du réseau douleur. Merci tout le monde. Merci d'avoir écouté Parlons douleur. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer un épisode et à partager le balado avec vos amis. Pour plus d'informations, visitez notre site web rqrd.ca ou encore notre chaîne YouTube en cherchant Réseau québécois de recherche sur la douleur. À la prochaine!